Voilà, pour Donald Trump, la solution réside donc dans le fait d'avoir plus d'Américains armés, ce qui était effectivement une aberration aux yeux des anti-armes à feu. Laurent Anzan, on est là face à deux visions totalement divergentes. Oui, alors dans ce domaine, comme dans d'autres, en fait, les États-Unis révèlent une nouvelle fois au monde qu'ils sont un pays totalement fragmenté, totalement divisé, totalement écrasé par des problèmes sociaux qui les dépassent complètement, et au-delà de la question des armes à feu, parce que là, il y a aussi, je dirais, une gestion médiatique, si vous voulez, de l'événement lui-même. Il y a l'événement et la tragédie en elle-même, et puis il y a la... Mais c'est malheureusement à chaque fois le cas que les fusillades se passent aux États-Unis. Précisément, il y a eu... le 12 avril, dans le métro, un homme qu'on pourrait qualifier de suprémaciste noir qui a tué des personnes dans le métro à coups de fusil. Il y a eu un suprémaciste blanc il y a à peu près une semaine à Buffalo qui a aussi tué des gens, etc. À chaque fois, il y a un discours qui se greffe là-dessus. Alors, quand c'est un suprémaciste blanc, le discours qui se greffe, c'est la haine et le suprémacisme blanc et les méchants racistes. Quand c'est là, en l'occurrence, un hispanique, ça marche pas, donc on greffe un autre discours, et le discours, c'est la question des armes. Or, la question des armes se pose tout le temps, mais elle n'est pas, selon moi, le principal problème, le principal enseignement que nous, de là où nous sommes, parce que nous ne sommes pas américains, que là où nous sommes, nous devons tirer de cet enseignement-là. Il y a, qui est pour en vous, Europe, quel enseignement doit-on en tirer ? En Europe, il y a un pays qui s'appelle la Suisse, qui est plus armé que les États-Unis, et dans lequel vous n'avez jamais de fusillade de masse. Donc ça veut dire que le problème aux États-Unis, c'est pas tant un problème d'armes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème d'armes, par ailleurs. C'est encore un autre sujet. Le problème principal aux États-Unis, c'est que ce pays est littéralement ravagé socialement, complètement détruit socialement, et cette population est dans un état d'effondrement. Finalement, vous appuyez l'une des solutions prônées par les conservateurs, qui est de mieux surveiller les maladies mentales. Pour eux, c'est un argument. Mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans ce pays, la majorité des gens qui sont en détresse mentale sont abandonnés dans la rue, sont rejetés, il y a des reportages là-dessus, sont rejetés dans la rue, sont abandonnés dans la rue. À la Nouvelle-Orléans, il y a 50 lits, par exemple, prenons cet exemple, 300 000 personnes, il y a 50 lits en psychiatrie. Donc, on sait très bien que ce pays est en souffrance, à tout point de vue. Et donc, la question des armes, c'est une question qui vient après. La question, c'est pourquoi est-ce que les gens se massacrent ? L'Amérique n'est pas plus malade que la France ou qu'un autre pays d'Europe. L'Amérique du Nord est différente. L'Amérique du Nord est différente. Si je peux me permettre, concernant les États-Unis, on dit il ne faut pas parler comme ça des États-Unis, etc. Je rappelle que ce pays, en dehors du fait que c'est le pays le plus endetté au monde, c'est un pays dans lequel vous avez 50 millions de personnes qui vivent de bons alimentaires, c'est-à-dire de l'aide alimentaire d'urgence, dans lequel vous avez 2 millions de personnes qui sont opiodépendants, c'est-à-dire dépendants à la drogue, dépendants aux drogues dures, dans lequel vous avez une violence sociale et des tensions sociales permanentes, et qui ne tient... Non mais Laurent, quand on vous écoute, on a l'impression que ce que vous nous énumérez là justifie finalement, ou en tout cas explique, est à l'origine de la dérive de certains. La question là, c'est plutôt sur le port d'armes et l'utilisation d'armes. On ne peut pas l'expliquer en disant bah oui, mais tous ces gens sont malheureux, ils souffrent, c'est pas du tout ce que ils je dis. passent à l'acte plus que dans d'autres pays. J'ai un point de vue, si vous voulez, j'essaie d'avoir un point de vue de sociologue, c'est-à-dire c'est intéressant de s'intéresser à la question des armes, comme quand il y a des massacres de mars, on pourrait s'intéresser à la question des couteaux. Conclure qu'il n'y a pas de problème d'armes aux États-Unis. Est-ce que ce serait vrai de dire il n'y a finalement aucun problème d'armes aux États-Unis, les problèmes sont ailleurs? Barbara, c'est pas ce que je dis. Ouais. Je dis que le biais qu'on a adopté sur cette question, c'est de traiter la question des armes, Est-ce qu'on traite de la question des couteaux? Parce qu'elle est choquante pour Est-ce qu'on traite de la question des couteaux quand des personnes se font égorger à Marseille? Est-ce que je peux terminer? Voilà, c'est la seule question que je voudrais poser. Les couteaux sont plus accessibles. Non mais j'entends que c'est provocant. Les armes à feu. Non mais si vous voulez, j'entends que cette façon de présenter les choses est provocante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière la manifestation et avant l'acte lui-même, je m'intéresse et je m'interroge sur ce modèle de société, c'est-à-dire sur une société capable de produire une violence, une détresse et une violence au sein de sa population qui produit ce genre d'effet, alors qu'encore une fois, il y a d'autres pays qui sont lourdement armés, dans lesquels les populations sont très largement armées, dans lesquels vous n'avez pas ce genre d'effet. Les États-Unis, c'est à elles seules 40 fois plus de violence et d'attaques dans les écoles que la totalité des autres pays du monde réunis. Alors, je veux bien qu'on se dise non, ça n'a rien à voir avec les États-Unis, c'est un problème d'armes. Enfin, il y a un moment, il faut quand même se poser la question de savoir où va ce pays et si vraiment nous voulons
ressembler à ce pays dans 20 ans, s'il faut continuer à suivre le modèle américain. On a bien compris que vous voulez minimiser ce problème. Pas du tout. Ça rappelle un peu, malheureusement, l'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur d'un sketch des Inconnus il y a déjà quelques années. Plus sérieusement, le bon citoyen, le mauvais citoyen, ça veut dire quoi ? J'ajouterais que ce ressort argumentaire est aussi la base que l'on trouve à l'arrière-plan des justifications de leur politique extérieure. Je parle des États-Unis. C'est-à-dire, vous trouvez exactement les mêmes réflexes, c'est-à-dire les mêmes dispositions bien mal, qui ressemblent en fait à un film de Hollywood ou un film de Walt Disney. L'axe du mal. L'axe du mal, etc. Vous trouvez toujours ça au cœur de la société américaine et à tous les niveaux. Je voulais revenir sur un point tout à l'heure, on parlait du tyran et de la lutte contre le tyran dans le deuxième amendement. Il est clair que pour une partie des Américains, aujourd'hui, le tyran, c'est l'État fédéral, potentiellement. C'est-à-dire qu'une grosse partie de la population américaine, et c'est pour ça qu'une partie de la population américaine ne veut surtout pas que l'on s'attaque à ce deuxième amendement, parce que cette population se sent plus en sécurité, ou en tout cas plus capable de défendre ses libertés face à l'État fédéral, qu'elle juge ou qu'elle estime ou qu'elle perçoit comme étant de plus en plus menaçant, risqué, inquiétant pour son mode de vie, pour ses valeurs ou pour la société dont elle rêve. Et là, le problème, la tension qu'il y a entre une partie de la population américaine et l'État fédéral alimente aussi, ou bloque en quelque sorte, la possibilité d'évolution de la législation sur les armes à feu. Parce qu'il y a toute une partie des gens qui sont par définition tout à fait disposés, alors il y a toujours les extrémistes de la NRA, mais il y a aussi des tas de gens qui, globalement, sont favorables à la détention et au port d'armes. Et chez ces gens-là, il y a aussi cette idée que tant que la population est armée, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Et il y a une telle défiance aujourd'hui entre une partie de la population américaine et son gouvernement que ça, c'est un élément bloquant supplémentaire dans le truc. Et d'ailleurs, une partie de cette population, qui ce ne sont pas forcément des fous d'armes à feu, estime qu'on utilise ces massacres, on utilise ces événements tragiques, etc. Pour les brider. Pour faire passer. Les empêcher, en quelque sorte, pour remettre en question leur constitution et leur droit de détenir une arme. Et donc, il y a une paranoïa, et il faut l'entendre aussi. Une prise d'otage et un massacre de masse, c'est pas tout à fait la même chose. Petit 1. Petit 2, je tiens quand même à rappeler que, précisément, les États-Unis sont sous la pression permanente de deux injonctions contradictoires. En fait, ce que veulent les Américains, comme tous les gens et toutes les familles dans le monde, c'est pouvoir emmener leurs enfants et mettre leurs enfants à l'école sans qu'ils risquent de se faire tirer dessus. Élément de base, simpliste, j'en conviens, mais c'est quand même la base. Et face à ça, il y a en gros deux politiques. Il y a celle du tout État, c'est-à-dire c'est à l'État de prendre en charge la sécurité de tous. Et donc bientôt, effectivement, c'est un peu la logique française, c'est-à-dire que c'est à la police d'eux, c'est aux portes de sécurité d'eux, c'est aux gardiens d'eux, c'est aux miradors demain d'eux à l'entrée des écoles. On ne sait pas ce qu'on va inventer demain on sait pas ce qu'on va inventer demain pour fliquer l'intégralité de la société, pour la protéger contre elle-même. Et de l'autre... Ça veut dire quoi ? Vous êtes pour le port d'armes des enseignants ? Non, ça veut dire... Mais là, je sors de cette question du pour ou contre. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un pays qui se présente comme le phare et le modèle de toutes les civilisations dans le monde aujourd'hui, et qui donne de leçons d'ailleurs de culture et de bien-être à la terre entière, pourquoi ce pays est ravagé, comme il l'est aujourd'hui, par des phénomènes sociaux et par des massacres de masse en permanence. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et donc, la conjonction d'une pression de ceux qui veulent tout remettre à l'État et de ceux qui, par contre, veulent individualiser la réponse, c'est-à-dire dire « nous, on sait que l'État ne viendra pas, on sait qu'il ne va pas faire son boulot, on sait qu'il est trop loin, on sait qu'il ne réagira pas bien, etc. » Et la réaction de la police locale va plutôt les alimenter. Eh bien, tout cela, pour ces gens-là, c'est le signe qu'il faut effectivement assurer eux-mêmes leur sécurité et eux-mêmes la sécurité de leurs enfants. Il est en détention provisoire. Donc, on ouvre la discussion en plateau. Patrice Arditi, ça ressemble, ce que je disais, à un fait divers. On ne peut pas avoir des policiers au coin de chaque trottoir pour subvenir à ce qui pourrait se passer. Néanmoins, on parle d'une violence qui gangrène notre société, d'idées comme ça qui peuvent surgir dans les esprits pour devenir violents à l'égard des concitoyens. Alors, moi, je ne sais pas à partir de quel moment on a considéré que cette personne était déséquilibrée, pour reprendre le terme à la mode. D'abord, ses parents, je crois, qui ont dit qu'il était atteint. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on n'a pas déduit son statut de déséquilibré du fait qu'il ait tué, assassiné un homme au nom de Dieu. Parce que si c'est le cas, c'est intéressant. Là, on fait des suppositions. Si c'est le cas, ça sera intéressant, ça sera un sujet à traiter. C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a fait au nom de Dieu ? Est-ce qu'il l'a fait au nom d'Allah ? Est-ce qu'il était déséquilibré avant ? Ou est-ce qu'il devient déséquilibré à partir du moment où il tue au nom de Dieu ?
Et ça, bon, il y a des tas de sujets qui se profilent derrière, qui sont assez désagréables à évoquer. Mais je reviens effectivement, moi, à mon antienne, celle que j'abordais tout à l'heure avec la question des armes. Effectivement, la société purement pacifiée, la société dans laquelle il n'y a aucun problème, où personne ne pète les plombs, elle existera peut-être un jour, mais il n'y aura plus beaucoup d'êtres humains dedans, ou alors ils vivront tous sur des interfaces machines, et on contrôlera leurs activités, une intelligence artificielle commandera l'ensemble de leurs activités. Bon, mais entre ça, c'est-à-dire entre cette société hyper normée, où tout est contrôlé, où tout est normé, où tout est prévu, en quelque sorte, et une société qui s'abîme dans la violence et dans la violence absurde, ou du moins qui laisse à penser, parce que là on est toujours, on parle de moins en moins de sentiments d'insécurité quand même, au vu des statistiques, de plus en plus d'insécurité réelle. Quand une société s'abîme, une société occidentale, les États-Unis, mais la France aussi, l'Espagne et d'autres pays, s'abîme de plus en plus souvent dans une violence sociale qui s'exprime de tas de façons différentes par des comportements, par les actes, par exemple l'explosion des actes d'automutilation. Voilà, c'est pas de la haine, c'est de la haine contre soi-même. Bon, les actes d'automutilation explosent aux États-Unis, comme en France, les suicides. Tout cela manifeste en fait l'évolution d'un climat de société. Et ce climat de société, il faut l'interroger. Les faits divers, c'est une chose, ça doit nous donner à chaque fois l'occasion de se dire, ok, mais est-ce que tout fonctionne normalement dans cette société correctement ? Est-ce que toutes les choses fonctionnent correctement ? Ou est-ce qu'on ne devrait pas quand même se poser la question de savoir si les conditions de vie que l'on crée pour un certain nombre de personnes, pour un certain nombre de populations, deviennent des machines à fabriquer des sociopathes ? Alors, Laurent Ozon, bien sûr, on ne sait pas qui sont, mais est-ce que, pour revenir à la thématique générale, est-ce que la violence atteint un public qui jusque-là n'avait pas envie de passer à l'acte, qui se dit tiens finalement, la identifie que c'est à la mode, j'y vais aussi. Passer à l'acte, c'est peut-être une expression qui n'est pas tout à fait adaptée, parce qu'on parle quand même de types avec des bombes de peinture qui dessinent sur des murs, donc bon voilà, il aurait pu marquer J'aime Adèle ou autre chose, mais bon, voilà, donc c'est pas non plus l'affaire du siècle. Par contre, je pense qu'effectivement, toujours pareil, en prenant un petit peu de champ, c'est-à-dire sortant de l'émotionnel, etc. Le rapport de la population à la police, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, notamment un certain nombre de chercheurs, de sociologues, etc., qui regardent évoluer notre société, parce que la police, elle renvoie pas, contrairement à ce que pense ce charmant policier, elle renvoie pas simplement à l'ordre républicain, et la société dans laquelle il faudrait vivre, etc. La police, pour un certain nombre de gens, elle renvoie tout à fait autre chose. Elle renvoie des coups de matraque sur la gueule, elle renvoie pour eux à de la violence sociale ou à la violence. Jusque-là, Laurent, la police est considérée comme un empêcheur de tourner en rond. C'est tout. Non, mais pour une partie de la population, la police, c'est le bras armé de l'État, c'est une manifestation violente Elle est le bras. Eh bien, précisément. Et quand on est précisément en révolte, entre guillemets, ou en contestation à l'égard de l'État ou de la politique de l'État, ou de ceux qui dirige l'État, précisément, on se retrouve face à la police, c'est-à-dire face à des CRS qui vous coursent avec des matraques, face à des gens qui vous arrêtent, qui n'ont pas toujours le droit de le faire, qui sont condamnés parfois après, etc., etc. La police, ça veut dire que c'est sans fin et insoluble. La police n'est pas irréprochable, mais à l'hostilité naturelle, si je puis dire, des Français à l'égard des flics. Il n'y a qu'à regarder les films des années... Ah non, on ne peut pas dire ça. L'hostilité naturelle des Français à l'égard des flics. Je vais terminer simple, je comprends, mais regardez les films des années 50-60, on n'en faisait pas toute une affaire, on se payait la tête des gendarmes, tout le monde, dans tous les films avec Gabin, machin, les vieux de la vieille, regardez les vieux de la vieille, avec la séquence du gendarme... Les Français ont adoré Alain Delon incarner des flics. Je rappelle ce que j'ai déjà dit ici, c'est qu'avant, et il n'y a pas tellement longtemps, on tuait un policier, on allait à la guillotine, on tuait le président de la République, on allait dans un asile psychiatrique. On ne parle pas de tuer personne, là, on parle d'un taxe sur un mur. Alors, sur la relation à la police, parce que c'est ça qui est au cœur de ce sujet, c'est intéressant. On entend de nombreux syndicats nous dire, de syndicats de police, nous dire régulièrement, nous sommes les seuls à encore entrer dans les quartiers difficiles. Deux interprétations, une positive, ça veut dire qu'on y va encore dans ces quartiers difficiles, négative, du coup, la police est détestée. Parce que là où elle va pour tenter de remettre l'ordre, elle se prend justement la haine. Moi, les groupes dont parlait ce policier, le groupe anarcho-gauchiste dont il parlait, etc., c'est pas du tout le profil des mafias de revendeurs de drogue dans les quartiers. C'est pas du tout ça. C'est pas les mêmes sociologies, là. On parle de sociologies radicalement différentes. On n'est pas dans le même... Voilà. Et là, on parle pas de la même chose. Il y a une hostilité de principe, il y a une hostilité politique à l'égard de la police,
de tout temps. Oui. Il y a une culture populaire française où on aime bien se payer la tête des flics ou des condés ou appelez ça comme vous voulez ou des gendarmes, et ça remonte aussi à très loin. Mais il y a une nouvelle forme d'hostilité à l'égard de la police qui est liée à la difficulté précisément, c'est-à-dire aux difficultés de la société et au fait que la police intervient en bout de chaîne pour essayer de régler des problèmes qui la dépassent totalement et qui ne sont pas de sa responsabilité, qui sont précisément des problèmes liés à la violence sociale, à la détresse sociale, à la violence politique, etc., qui ne la concernent pas dans les causes, mais qui la concernent dans les effets. Et donc, effectivement, il y a une nouvelle forme de haine anti-flic qui arrive. Il faut... Plutôt que on peut s'en plaindre, on peut dire c'est pas bien, c'est vraiment bête, etc. La question c'est ok, mais pourquoi ça vient et comment on fait pour l'éviter surtout. Et là on va nous ressortir. Je l'ai prononcé déjà. Et là on va nous ressortir la litanie des moyens, les moyens de la justice, les moyens de la police, les moyens de ceci. La question c'est Et de la guéguerre entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Il n'y a pas une nouvelle hostilité. Il n'y a pas une nouvelle hostilité envers la police. Il y a une hostilité envers un pouvoir. Ouais, allez dire ça aux gilets jaunes. Laurent, vous vouliez finir là-dessus, non, sur les le... moyens aussi ou les... Bah non, c'est pas pour moi la question. La question des de... moyens, c'est toujours la question c'est toujours une facilité pour aborder ces sujets-là. C'est pas, on n'a pas confronté un problème de moyens. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème de moyens non plus, pour être bien clair. Un problème de société, voilà. On a avant d'éducation. tout des questions à se poser quand on essaye d'analyser ces phénomènes sur dans quelle société on veut vivre et qu'est-ce qui contribue globalement à la faire évoluer. Quand un pouvoir, comme celui d'Emmanuel Macron ces 5 dernières années, a été systématiquement à la confrontation, voire parfois à la violence verbale ou à la violence sociale contre une partie de la population, et que au bout de course, on a mis des policiers en face des gens, en face des familles, en face des travailleurs, ou en face des gens qui étaient en révolte, eh bien, on a produit aussi systématiquement... On s'est servi de la police comme bouclier social. Et ça, vous ramenez tout à la politique, sans arrêt. Mais oui, parce que c'est politique. Laurent Anzan, bon, on entend bien là les différents points de vue aussi, cette lassitude de certains qui disent ça ne changera rien pour moi, c'est les petits qui paient. On sait que déjà, on a eu du mal à mobiliser pour la présidentielle, qui normalement est l'élection qui mobilise le plus. Pour les législatives, c'est encore plus compliqué. Alors, je ne sais pas si les gens iront voter ou pas, puis à la limite, on va bien voir. Je voudrais réagir à ce que disait mon camarade tout à l'heure, concernant la fameuse ministre technocrate. Ah bah, on est dans le même sujet. Qui doit humaniser son image et qui sait, elle, que 2 et 2 font 4. J'ai quelques doutes sur le fait qu'elle ait été nommée parce qu'elle sait que 2 et 2 font 4, parce que c'est quand même la personne qui nous a expliqué qu'on ne se contaminait pas contre le Covid sur son lieu de travail, et 8 mois plus tard, qui nous a expliqué qu'il fallait prendre un pass pour aller travailler. Donc, je ne suis pas certain qu'elle ait été nommée précisément parce qu'elle était une bonne technocrate, mais avant tout parce qu'elle s'est montrée extrêmement fidèle, et je dirais sans état d'âme, dans la politique que lui a fait appliquer Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat. Et je pense que ça devrait inquiéter beaucoup de monde. Maintenant, concernant... ça, c'est une incise que je voudrais rajouter. J'ai toujours trouvé que c'était une tradition idiote qu'un Premier ministre aille se présenter simultanément aux élections législatives, comme si c'était son boulot. Alors, en dehors du fait qu'il met en jeu, en quelque sorte, sa crédibilité dans un scrutin local... C'est plutôt une preuve d'audace aussi, quelque part, remettre en jeu son poste. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, c'est un peu, il y a le côté fun. Je trouve que c'est surtout inutile. Ça n'a rien à voir, selon vous. On devrait se consacrer au poste de Premier ministre. Elle devrait avoir autre chose à faire. C'est un peu comme les gens qui passent des diplômes d'éleveurs de chats à 1 an d'une présidentielle. Il y a des choses qui me paraissent toujours un peu curieuses. Je veux dire, quand on est Premier ministre et quand on a la charge d'un pays comme la France, à mon avis, on doit avoir autre chose à faire qu'à aller se présenter à une élection législative. Et Laurent Anzan, pour vous, c'est là aussi de la tactique pure de mettre autant de ces personnalités de la majorité ou... Oui, ou ça peut servir à asseoir une action politique, justement, dans une proximité avec les Français. C'est de la com. D'accord. C'est de la com. Bon, il va lui en falloir. Hein. De la com ? Oui. Il n'y en a pas déjà assez ? Non, je veux dire, pour elle, oui. pour installer cette personne avec son profil général psychologique et l'aspect, enfin sa façon d'être, pour l'installer de façon positive dans l'esprit de la majorité des Français, il va y avoir un sacré boulot de com à faire. Donc je pense qu'effectivement, ils ont intérêt à s'y prendre très tôt, parce qu'effectivement, elle a un profil techno, elle a un profil très techno, elle a un côté pince sans rire aussi, elle a un côté très fidèle à Macron, pour ne pas dire davantage, et donc tout ça fait qu'elle va susciter très probablement beaucoup d'hostilité, à mon avis, durant
durant sa présence à Matignon. C'est peut-être d'ailleurs, quand j'ai appris qu'elle avait été nommée première ministre, je me suis dit que c'était très probablement, enfin ça m'est venu tout de suite à l'esprit, c'était une façon pour Emmanuel Macron en quelque sorte d'installer un parafoudre à côté de l'Élysée. Bon, on verra ce qu'il en est. Elle est la ministre du Travail. Elle répond, c'est vrai qu'on la sent un petit peu quand même rigide, vous avez dit, raide. Il faut qu'elle s'assouplisse pour être encore plus crédible. En langage Patrice Arditi veut pas dire du mal. En langage populaire, on utiliserait des histoires de balais, je pense, pour décrire ça. Non, bah alors on Je va suis pas pas en sûr. parler là. Bon, non, bah pas de réaction. On parle aussi, Laurent Ozan, fan de foot ou pas? On parle d'un choc de joueurs, Benzema contre Mané et Salah, choc des entraîneurs, Ancelotti, comme le rappelait Alberto Toscano, face à Jürgen Klopp. Ça vous parle? Le rugby me parle pas mal, oui. Bon, ça aurait été hier, on aurait dû vous interviewer hier alors, sur... Et j'aime bien l'hymne, je sais qu'il Liverpool a un hymne qui s'appelle « Tu ne marcheras jamais seul ». Oui, c'est sans doute ce qu'on a entendu au Ouais, micro de Laurent Combo à l'instant. probablement, « Never Walk Alone ». Ça a été écrit pour Elisabeth Borne. Et c'est un vrai, oui, c'est en filigrane, on aurait pu traiter l'ensemble de l'actualité qu'on a traité aujourd'hui sous les auspices de You Never Walk Alone, effectivement.